Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. Le Parti québécois tenait son conseil national à Drummondville. Oui, bon, bien sûr, on a parlé d'immigration, on a parlé de logement, mais la question de la souveraineté de l'indépendance a bien sûr retenu l'attention. Le Canada veut effacer le Québec, selon Paul Saint-Pierre Plamondon, qui croit pouvoir tenir un référendum, celui de la dernière chance, au cours de la prochaine décennie. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Alors, le Canada de Justin Trudeau cherche à effacer le Québec selon PSPP. Il y a deux mots de trop, en fait trois là-dedans, c'est de Justin Trudeau. Parce que c'était bien antérieur à Justin Trudeau, cette volonté d'en finir avec le fait québécois. On pourrait dire que c'était le Canada d'abord à l'origine, au moment de la... L'histoire, c'est important. Je sais que j'ai l'air d'une espèce de prof radoteur, mais l'histoire est essentielle. Donc, au moment de la conquête, faut jamais oublier, l'objectif des Anglais, c'est d'en finir avec cette population française résiduelle de la vallée du Saint-Laurent, c'est quoi la méthode de l'époque prescrite? Une immigration massive qui permettrait, bien oui, mais là, les Britanniques sont pas trop enthousiastes à l'idée de s'installer dans la vallée du Saint-Laurent, parce qu'ils disent, ouais, c'est quand même, il y a des endroits plus plus hospitaliers dans le monde. Donc, ça fonctionnera pas au premier temps, mais après 1840, et là je fais l'histoire rapidement, que nous dit Durham? Eh bien, il nous dit on va simplement finir par les assimiler encore une fois, on va leur concéder des droits culturels de base, mais pour le reste, là, pour ce qui compte, ils n'auront pas les pouvoirs, et puis ils vont finir par s'assimiler by the way of natural causes, c'est dans le rapport Durham. Et dans l'histoire du Canada, comment les minorités francophones en ont venu être effacées? C'est le bon terme, partout dans les provinces canadiennes. Eh bien, généralement, on a dit, on va miser sur l'immigration, puis on a misé pour en finir avec les minorités francophones qui étaient vues comme des minorités de trop. Là, on arrive au stade final, peut-on dire, de l'histoire canadienne, où la différence québécoise, parce que pourquoi les francophones ont résisté au Québec? Parce qu'ils étaient majoritaires. Puis pas juste majoritaires un peu, majoritaires beaucoup. Ils étaient plus de 80% de la population. Donc, c'était difficile de faire comme s'ils n'étaient pas là. Et là, Justin Trudeau, effectivement, fils de son père, tout à fait fidèle à son père, veut-il, moi je pense que c'est presque un processus, en fait, c'est pas une intention machiavélique de je ne sais quel méchant, c'est la nature du régime canadien, c'est d'en finir avec cette différence irréductible qui porte une de ses provinces à toujours penser à la sécession, à la séparation, à l'indépendance. Et là, de quelle manière on veut faire ça? Faire en sorte que le poids des Québécois francophones qui portent en leur cœur, en leur identité, dans leur trip, l'histoire du Québec, qui hérite des 400 ans d'Amérique française, soit à ce point leur poids fonde à ce point que finalement l'indépendance ne soit plus possible. Donc qu'on franchisse un cap de 70%, 68%, c'est un peu approximatif, mais on comprend que ça existe, où les francophones seraient tout simplement plus assez nombreux pour espérer l'indépendance. Ce qu'avait dit Christos Syros, l'ancien ministre libéral, juste après le dernier référendum, en disant il n'y aura pas de troisième référendum parce que par l'immigration, on va réussir à régler la question. Mais là, que nous dit PSPP? Et de ce point de vue, je pense que c'est nonobstant les désaccords qu'on peut avoir avec lui, puis Dieu sait que j'en ai sur beaucoup de questions, mais sur la question centrale de l'indépendance, il dit tout à la fois l'indépendance, c'est la condition de la survivance. Il n'y aura plus de survivance pour le peuple québécois. Il y aura pas l'identité québécoise ne pourra pas se pérenniser. La langue française ne pourra pas se pérenniser si l'indépendance du Québec n'est pas faite. Et là, il fait le lien entre indépendance et identité. Il fait le lien entre indépendance et survie de la nation. Donc, on quitte le logiciel des années 70 qui disait la souveraineté pour la liberté, l'émancipation, ce qu'elle demeure par ailleurs. On quitte le logiciel des années 90, la souveraineté pour la normalité. On va être un peuple comme les autres. On embarque vraiment dans le logiciel des années présentes, c'est-à-dire l'indépendance pour la survie. Si on veut exister encore comme peuple, c'est la condition. Et là, ce que je trouve important, il nous dit qu'il y aura un référendum. Donc, les Québécois s'étaient déshabitués depuis 95 à l'idée qu'il y aurait un prochain référendum. Le référendum, c'était hier, c'était pas demain. Le référendum, c'était ce qu'on avait perdu, c'est pas ce qu'on pouvait gagner. Et là, le chef du Parti québécois dit non, il y en aura un. Préparez-vous, il y en aura un. Et ça, c'est important parce que là, dans l'opinion,
Ça fait en sorte que tout, tu sais, je résumerai ça ainsi, parler de politique au Québec des années 60 aux années 2000, c'était parler de souveraineté. C'était comme ça. Il y a d'autres sujets qui traînaient, mais il y avait une question de fond. C'est le clivage de fond. Là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, le clivage de fond redevient la question nationale. Donc, on va voir des gens reparler de souveraineté. Ça va vouloir dire parler de ça. Donc, et là, quand le Parti québécois, je devine, va commencer à annoncer des candidatures d'une manière ou de l'autre, ou des gens qui seraient liés à lui, puis on peut s'attendre à ce que ça attire des gens, ne serait-ce que parce qu'il y a de bonnes chances de prendre le pouvoir si on se fie au sondage. Mais il y a une nouvelle génération de leaders souverainistes qui vont apparaître. Et là, il y a cette idée, le 3e référendum aura lieu. Avec cet argument en sous-texte, c'est ne pas le tenir, c'est le perdre aussi. Parce que si c'est vraiment l'argument de la dernière chance, dans 10, 15, 20 ans, il va être trop tard. Il va être trop tard. Le Québec va être dans une dynamique moins de louisianisation d'abord que d'acadianisation. Il va nous rester des régions très francophones, mais on aura perdu Montréal. On aurait perdu Laval, on aurait perdu les 2 rives. Et là, partout, le poids du Québec français va s'effacer. J'entends d'ailleurs, je crois qu'il va donner une interview là-dessus bientôt, le maire Labombe, nous dire, je pense à l'émission à Télé-Québec, il dit, faut faire son deuil de ça, c'est dur faire son deuil, ça fait longtemps qu'il parle de ça, hein. Il dit, faut faire son deuil d'un Québec qui était francophone d'abord et tout ça, puis là, faut embrasser le nouveau Québec qui vient, faut faire son deuil, mais c'est difficile. Puis si vous faites pas votre deuil comme moi, vous êtes des racistes, des xénophobes. Ben, non, merci, M. Labombe. Bien franchement, je veux dire, vous étiez un maire de Québec pas mal, mais dès que vous commencez à envisager le Québec dans son ensemble, vous êtes sur un mode régressif quelquefois. Donc, j'en reviens à cette question qui me semble la plus essentielle. Ne pas le tenir, c'est le perdre. Ne pas le tenir, c'est le perdre. Donc, les Québécois doivent se préparer à cet horizon. Ils doivent savoir qu'il y a un horizon. Ils doivent voir ça, et ça fait en sorte que les Québécois vont recommencer à s'intéresser davantage à cette question, ce qui va faire monter les appuis au camp du oui. Moi, j'en suis à peu près certain. Donc, c'est une séquence intéressante. Et comme je dis, il y a des tonnes de choses qu'on peut reprocher au PQ. Par exemple, la position de Pascal Paradis, qui est un homme intelligent, assurément, mais sur la question des rapports diplomatiques avec Israël, je l'ai trouvé lunaire. J'aurai l'occasion d'y revenir probablement demain, mais sur le cœur du programme, c'est-à-dire cette idée que l'horizon, le référendum, c'est pas hier, c'est demain, je pense que c'était la chose à faire en la connectant à la question identitaire. Quand la médecine fabrique au nom de la diversité un quasi-hermaphrodite. Ouais. Là, ça m'amuse, en fait. Ça m'amuse pour que ça me désespère pas. C'est dans le National Post, ça nous était raconté hier, si je me trompe pas. Donc, on a en Ontario un individu non-binaire qui était un homme de naissance, mais qui s'identifie comme femme. Donc, comme tous les hommes de naissance, il a un appendice qui fait la fierté des uns et la gêne des autres, mais que tous les hommes, un jour, d'une manière ou de l'autre, ont dit « Ha, 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 j'en ai un, c'est à moi ». Bon, Freud a écrit 2-3 choses sur ça. Et là, lui, il veut mais il veut avoir une opération d'une vaginoplastie parce qu'il veut, dans sa transition. Mais dans sa transition, il voulait qu'on lui fasse un vagin, donc sans lui retirer pour autant la 3e jambe. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans cette donc là, il demande ça globalement au ministère de la Santé en Ontario, qui dit non, pour nous c'est expérimental, c'est pas on peut pas. Et là, il est allé devant les tribunaux et les tribunaux ont dit au nom de ses droits de l'homme, c'est nécessaire, au nom de ses droits fondamentaux, en tant que personne non binaire, avec tout ce que n'était pas comme terme là-dessus. Donc, la médecine est invitée à fabriquer chez lui, donc à lui tailler un vagin tout en conservant son pénis. Et qu'est-ce qu'on veut? Donc, c'est la fabrique de l'hermaphrodite. C'est quand même assez original comme point de vue, pour lui permettre d'avoir un appareil génital conforme à son sentiment de non-binarité. Alors, moi, j'ai tout le respect du monde, je l'ai souvent dit, pour les gens qui sont dans une vraie situation de détresse émotionnelle parce qu'ils se sentent étrangers à leur corps, c'est la dysphorie de genre, et puis je suis pas de ceux qui se moquent de cette situation qui est véritable. Ensuite, est-ce que la médecine a véritablement pour fonction, aujourd'hui, alors que les ressources sont assez limitées, quoi qu'on en dise, dans nos sociétés, de programmer, d'ouvrir la porte à de telles opérations qui sont même plus de changement de sexe ou de reconstruction, mais qui sont... pas comment appeler ça, d'innovation anatomique. Je cherche le terme pour qualifier ce dont nous parlons. Quoi qu'il en soit, c'est l'époque qui est la nôtre, et c'est en Ontario, bien évidemment. C'est au Canada, cela va de soi. La médecine est invitée à fabriquer des hermaphrodites. Je confesse ma perplexité. Et retour en arrière, Mathieu, il y a 5 ans, on était tous stupéfaits. Incendie à Notre-Dame de Paris. Ouais, moi je reviens là-dessus parce que en France, c'est important, évidemment, mais je pense que c'est important pour l'humanité dans son ensemble, si je peux me permettre. C'est quoi la fonction d'une cathédrale comme Notre-Dame? C'est que ça doit traverser
les époques. C'est-à-dire, elle était là au temps de nos arrière-grands-parents, puis elle sera là au temps de nos petits enfants. C'est la permanence du monde. C'est-à-dire, c'est les cathédrales, les grands édifices religieux ont pour vocation de marquer justement la capacité qu'a l'homme, de l'être humain, de marquer son environnement, de le façonner sous le signe du beau, sous le signe de la grandeur. Et là, quand on a vu brûler ça, moi je m'en souviens comme c'était hier, j'étais en France d'ailleurs cette journée-là, je me rappelle, je vois un incendie au loin, je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Là, j'entends Notre-Dame de Paris brûle. Mais là, on comprend pas ce que ça veut dire. On se dit, je me rappelle, c'est comme au moment du 11 septembre, quand on me dit qu'un avion rentre dans les tours, je me dis, maudit Cessna. Là, je comprends que c'est pas un Cessna, mais là, on comprend que ce feu c'est un incendie. Et là, ça aurait pu. Je me rappelle l'angoisse de la soirée de Notre-Dame qui brûle. On se dit, est-ce que tout va s'effondrer? Est-ce que tout va s'effondrer? 5 ans plus tard, ça a été reconstruit. On se demandait est-ce que ce serait possible. C'était reconstruit à l'identique en mobilisant l'artisanat français, en mobilisant les compagnons du devoir et de l'excellence. Vraiment un art exceptionnel, un art d'un talent remarquable. Et Notre-Dame, donc la reconstruction sera achevée, la reconstruction sera réussie, comme quoi même quand le monde, puis il y a presque une métaphore là-dedans, même ce qui semblait devoir durer, mais qui risque d'être détruit par les flammes dans ce cas-là, peut renaître si l'homme s'y met, si l'être humain s'y met. Et le génie, le savoir-faire français, l'excellence française ont fait en sorte que ce bâtiment qui heureusement n'existera pas seulement dans les livres d'histoire ou chez Victor Hugo, mais qui existait dans la conscience collective de l'humanité, va encore exister demain, pas simplement comme un lieu touristique d'ailleurs, mais comme un lieu de spiritualité véritable. Donc, je me disais que c'était une bonne chose, non seulement de mentionner la perte de Notre-Dame, mais surtout le fait qu'elle n'a pas été perdue complètement et que c'était reconstruit et que Notre-Dame renaîtra. Pour certains, c'est le symbole comme quoi d'autres choses peuvent renaître aussi. Oui, bien dit. Merci Mathieu, bon épisode. Bye bye.